Pour moi, le vrai impact du Stade Rennais, il sera beaucoup plus prononcé dans 5, 6, 7, 8 ans quand il y aura une équipe fanion et qui va être un exemple comme le Stade Rennais chez les garçons. C'est laisser la place à l'équipe féminine comme aux hommes, avoir la même justesse de décision autant que possible sur les réseaux, la même visibilité. Oui, les filles peuvent faire du foot, oui, on peut jouer à bon niveau, ou on peut aussi faire du foot juste par plaisir. Toutes ces petites licenciées, parce que en 2020 on était 25 et là on est 100. On se forge un caractère, c'est une vraie école de la vie en fait, l'arbitrage. Moi j'ai pris le sifflet et depuis je ne l'ai pas lâché. Donc, parce qu'encore une fois, on découvre la fonction et on s'y intéresse et on cherche à s'améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec nous autour de cette table ronde dédiée au football féminin. On va passer à peu près 1 heure ensemble avec 4 actrices majeures de la pratique dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Pour la 3e année consécutive, la Fédération française de football propose aux clubs, aux districts et aux ligues de participer au programme Tout Foot. L'objectif, c'est inciter toutes ces entités à lancer des projets pour renforcer la place des femmes dans le football, que ça soit pour augmenter le nombre de licenciés, de joueuses, de dirigeantes, d'encadrantes, afin d'avoir plus de mixité dans la pratique du foot. Cette table ronde, elle est portée par le district d'Ille-et-Vilaine de football. On a opté pour un format un petit peu différent. On a voulu faire une table ronde pour que ce soit interactif, pour que ce soit tourné vers l'échange et le partage. Le but, c'est d'évoquer ce qui se fait dans le 35, c'est de parler de ce qui va se faire aussi dans le département de l'Ille-et-Vilaine pour développer la place des femmes sur les terrains de football et les instances. Et puis, bien sûr, comme on est en podcast et en vidéo, ça va permettre à ces échanges de rester. Ça va pouvoir être utilisé par les clubs, les districts et les ligues s'ils le souhaitent, bien pour à leur tour tout simplement mettre en place des actions qui sont similaires. Donc pour évoquer la place des femmes dans le football, je vous l'ai dit, on a avec nous 4 actrices du département d'Ille-et-Vilaine, à commencer par une présidente de club. Bonjour Émilie Brunet. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes, de quel club vous êtes présidente ? Alors moi, je suis présidente de l'entente sportive de Torigny-Fouillard. Torigny, qui est une commune au nord-est de Rennes, à 10 minutes. Et effectivement, je suis présidente de cette association depuis maintenant 3 ans. Et avant, j'avais d'autres fonctions, secrétaire, mais la genèse de la chose, c'est que je suis toujours licenciée dans l'équipe féminine senior de l'ESTF. Voilà. Donc vous êtes toujours restée à Torigny ? Toujours fidèle, native de Torigny et impliquée dans la vie associative de la commune et du coup du club. Voilà. Et dans votre club, vous avez connu un boom aussi cette saison au niveau de l'arrivée des dirigeantes. Vous en avez un peu plus, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Ouais, on a eu un gros boom cette année, assez fulgurant d'ailleurs. On s'attendait pas forcément, mais voilà. Très bonne nouvelle en tout cas pour nous et le foot féminin, ouais. On va pouvoir développer ça tout à l'heure. Alors, on parle de club et pour qu'un club fonctionne, il faut des joueuses, bien sûr. Et on a la chance d'avoir avec nous une joueuse en activité, une joueuse qui fait partie de l'un des plus grands clubs du département. C'est Manon Tessier. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, vous êtes joueuse où ? À Bréquigny. Quel poste ? Milieu de terrain. Depuis combien d'années vous êtes à Bréquigny maintenant ? Oula, ça commence à faire quelques années, une quinzaine d'années. Après, j'ai fait un petit passage à Guingamp pendant 2 ans, mais globalement 15 saisons au CPB. Et c'était quand vous étiez plus jeune, à l'en avant Guingamp ? Ouais, en moins de 19 au niveau national aussi. J'ai fait 2 saisons là-bas avant de revenir à Bréquigny. Le CPB Bréquigny en D3 cette saison, donc la 3e division française féminine. On va aussi parler de la Seconde Ligue et de l'Arkema Première Ligue, puisque avec nous aujourd'hui, on a une arbitre qui officie dans ces 2 divisions professionnelles. Bonjour Sylvia Filion. Bonjour. En effet, j'officie en tant qu'arbitre depuis 12 ans. Et depuis combien de temps dans les divisions professionnelles ? En Seconde Ligue depuis 4 ans et en Première Ligue 2 ans. Et vous êtes aussi membre de la commission départementale d'arbitrage. Exactement. Et ça fait combien d'années ? Ça doit faire 3 ans à peu près.
En tout cas, ça va nous intéresser votre parcours d'arbitre parce que on parle de mixité, on en parle évidemment sur le terrain dans la pratique du foot, mais dans les instances comme l'arbitrage, c'est aussi important et c'est aussi important pour les dirigeantes qui sont au cœur du développement du foot féminin. C'est pour ça que Ainhoa Desmans est avec nous. Bonjour Ainhoa. Bonjour. Alors dirigeante où, comment? Éducatrice du coup à l'US Château-Giron depuis septembre. Là, c'est tout récent, c'est un tout nouveau poste. Tout nouveau poste avec un tout nouveau projet pour continuer à développer tout le travail qui a été mené à Château-Giron depuis plusieurs années maintenant. Sur la section féminine? Essentiellement, oui. Il y a quelque chose qui est notable quand même à Château-Giron, c'est le fait que vous soyez dans les clubs qui ont le plus de licenciés dans le département d'Ille-et-Vilaine. Il y a beaucoup de filles, de femmes joueuses. Comment vous l'expliquez cette grande notoriété pour le club de Château-Giron au niveau du 35? Alors moi du coup je viens d'arriver, mais à Château, les féminines elles viennent pour le plaisir, donc c'est que des copines entre elles qui se connaissent, qui sont dans les mêmes établissements scolaires et ça fonctionne comme ça. Ça, c'est quelque chose qui vous parle peut-être, Émilie, sur les jeunes filles qui viennent entre copines aussi au club pour s'inscrire? Oui, bien sûr. Nous, la jeunesse qu'on a eue, c'est une équipe senior féminine. C'est elles qui ont monté tout ça, en fait, qui ont développé tout ça. Et à la base, c'était des copines. C'était beaucoup des découvertes. Nous, c'était beaucoup des débutantes au départ, aussi les seniors. Et donc, on vient aussi pour les copines. Et là, c'est ce qu'on voit, le phénomène aussi qu'on a. Dès qu'on commence à avoir une petite jeune, elle va appeler sa copine et elles sont beaucoup plus rassurées aussi. Donc, du coup, elles viennent en troupeau, finalement. Et c'est exactement ce phénomène-là qu'on a aussi, bien sûr. Des fois, elles viennent juste faire une séance d'essai avec une amie, puis une deuxième, puis une troisième. Et finalement, la saison d'après ou même à la mi-saison, elles prennent une licence et même jusqu'à 15 ans, on a des débutantes qui commencent à l'âge de 15 ans, alors que chez les garçons, on retrouve pas ce phénomène, quoi. Ouais, les garçons commencent généralement plus tôt. Très tôt, 5 ans. Beaucoup plus tôt. Et puis elles, voire 4 ans. Finalement, elles se permettent, elles osent plus finalement de venir à des âges où c'est pas forcément évident, mais voilà, on a le même phénomène. Oui. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a donné un objectif sur le football féminin, c'est doubler le nombre de licenciés dans les 4 ans. Aujourd'hui, il y a 250 000 licenciés féminines, donc le but, c'est d'en avoir 500 000. Je vous pose la question à toutes les 4. C'est un objectif ambitieux, mais est-ce que selon vous, c'est possible? Je pense que pour moi, c'est possible. On voit que d'année en année, ça progresse. Après, je pense ce qui manque vraiment pour avoir un boom sur le nombre de licenciés, c'est un titre majeur avec l'équipe de France senior A, je pense. On l'a bien vu avec les JO, avec les frères Lebrun notamment et Léon Marchand en natation. Ils ont explosé les licenciés dans ces disciplines-là. Donc, je pense que ça peut être faisable, mais il va falloir un titre à notre équipe Fagnon, je pense. Votre avis à vous? Moi, je suis un petit peu d'accord avec Manon. Tant qu'on n'arrive pas à avoir un modèle féminin qui passe à la télé plus régulièrement, on aura aussi du mal à avoir autant de féminines que les garçons peuvent avoir, parce que ça fait quand même plusieurs années que chez les garçons, ça passe à la télé tous les jours, alors que chez les féminines, tant qu'il y a moins de visibilité, ça va être compliqué. Moi, je rejoins les filles également. Ouais. Donc, un titre pour l'équipe de France, ce serait la première chose à avoir? Parce que je dis ça comme ça, mais le groupe de l'Euro 2025, donc qui va se dérouler cet été en Suisse, n'est pas le plus simple, quand même, pour l'équipe de France féminine. Et effectivement, je pense que c'est les phénomènes d'identification, en fait. Elles ont peut-être besoin de ça. On aura besoin de ça aussi pour créer en fait un engouement. Après aussi, il y a tout le travail des clubs aussi. C'est ce qu'on fait parce que la formation, il faut aussi que les clubs prennent conscience que le football féminin a sa place dans les structures, même au niveau amateur. Et il faut y croire. Il faut des dirigeants qui soient convaincus. Ça. Et que vous êtes. Oui. On est convaincus en fait. Donc il faut aussi des gens comme nous qui amènent cette dynamique. Et ça sera pas l'un sans l'autre. À mon sens aussi, c'est au niveau local, des clubs qui se structurent autour de ça, comme pour les garçons. Avoir cette logique-là, je pense que c'est hyper important.
Et pour l'instant, moi, je trouve que c'est quand même mieux qu'avant. Il y a plus de dirigeantes, plus d'éducatrices. Mais quand tu regardes quand même proportionnellement, on n'a quand même pas assez de femmes et de filles dans les clubs par rapport aux garçons, de modèles féminins, que ce soit juste même les mamans sur le bord des terrains. C'est tout bête, mais ça fait une différence pour moi. Est-ce que dans vos clubs, vous avez des actions que vous faites pour attirer des jeunes licenciées féminines? Il y a des portes ouvertes qui sont faites à chaque fois, des invite ta copine sur des séances, des stages ouverts à toutes pendant les vacances, on a aussi. Après là, c'est les exemples moi que j'ai à Châteaugiron. Après dans les autres clubs, Ouais, c'est ce qu'on fait aussi. On a la chance d'avoir une ville de Torigny qui est assez moteur dans le monde associatif. Et donc, on a profité de nuits du sport qui sont organisées au mois de juin. Et en fait, on les a dédiées à 100% aux féminines les 2 dernières années. Donc, ouais, les portes ouvertes, ça marche bien. Les essais, comme on peut faire avec les garçons aussi en fin de saison. Enfin voilà, en fait, il faut laisser ouvert en fait nos clubs, faut qu'elles rentrent. Et puis aussi des actions qui peuvent être réalisées aussi dans les écoles aussi, parce que c'est là où elles sont aussi. Donc ouais, ces actions-là, il faut. C'est comme ça que nous on a fonctionné. Et puis des réseaux aussi, les réseaux sociaux, ça fonctionne bien. l'Instagram qui fonctionne très bien. Alors les actions dans les écoles, on peut en parler. Il y en a une qui est menée par le district qui s'appelle Balle au pied. Ça, c'est un dispositif. Je sais pas, Manon, si vous avez déjà participé à ce dispositif, peut-être pas avec le statut de joueuse. Je pense pas non plus en tant qu'arbitre pour Sylvia, mais Ainoa et Émilie, c'est Balle au pied. C'est une action qui vous parle, que vous avez déjà menée. Peut-être expliquer aussi ce que c'est l'action si vous le souhaitez. C'est un cycle qui est dédié sur les établissements scolaires de l'école primaire. Et en fait, c'est des éducateurs de clubs souvent qui font des démarches pour intervenir dans les écoles. Et il y a une séance qui est menée par l'éducateur. Et la seconde séance qui suit, c'est exactement la même séance. Mais du coup, là, c'est le professeur ou la professeure qui met en place la séance. Et ça sur 6 séances. Vous avez aussi participé, Émilie? Nous, on a eu l'occasion, je vais me tromper dans les dates, mais il y a 2-3 ans peut-être, effectivement, notre éducateur est venu à Tourigny, dans l'école des Préverts, et il a effectivement fait un cycle. Donc ouais, dédié, filles comme garçons, d'ailleurs, mixité. tout à fait mixité totale, mais ouais, on a eu l'occasion de le faire. Très intéressant. Est-ce que vous avez constaté un effet peut-être d'inscription derrière, au moins d'un essai? C'est peut-être pas facilement quantifiable non plus. Moi, je l'ai pas fait encore en établissement, je l'ai fait en formation. Ouais. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire en établissement. Pas instantané. La saison suivante. Il me semble pas, mais non, c'est difficilement quantifiable. Et moi, je pense qu'un seul cycle dans une classe, il y aura très peu d'effets. Faut que ce soit plus poussé. Il faut intervenir pour moi plusieurs fois dans la même école, sur plusieurs classes différentes, parce que finalement, sur une classe de 24 élèves, par exemple, tu vas aller peut-être toucher 1 ou 2 personnes qui jouent pas au foot, qui aimeraient peut-être. Et sur les 1 ou 2, aux portes ouvertes en septembre, avec tous les sports qu'il y a, peut-être que sur les 2, tu en as que 1, voire 0 au final, donc c'est un peu faible. D'où l'intérêt des actions aussi qui sont menées par le district d'Ille-et-Vilaine, notamment la Femina Soccer Cup. C'est un événement qui s'est déroulé il y a pas très longtemps. C'était fin décembre, là, le 21 décembre 2024. Là, c'était plus pour les petites. On était sur les U6, U11 et l'objectif, en fait, c'était d'amener des joueuses licenciées, mais aussi non licenciées à pratiquer le football. Ça, c'est des actions qui sont justement pas forcément en septembre, comme beaucoup d'associations qui, en septembre, font des portes ouvertes, etc. Le faire dans la saison, ça peut aussi avoir un intérêt pour les jeunes joueuses. Là, pour le coup, je dis jeunes parce qu'elles étaient vraiment petites. Sur la Femina Soccer Cup, cette année, moi, j'y suis passée en coup de vent parce que j'étais en congé, mais je l'ai fait l'année dernière. Et ce que je trouve top sur cet événement, c'est en fait déjà juste le contexte, là, le lieu. On est sur un autre foot, une autre pratique que les filles ont l'habitude de faire. Et souvent, elles découvrent toutes, quand elles y vont, c'est quasiment pour elles la première fois limite qu'elles vont au soccer. Et en fait, ça rajoute un petit plus à la pratique. Et elles ressortent de l'événement, de la journée, de la matinée avec des étoiles, des ballons plein les yeux parce que elles ont adoré, quoi.
Donc, Ouais, vous avez moi, raison je de pense préciser que c'est pas sur un terrain de foot, effectivement. On est c'est dans... un terrain de 5, donc là, c'est des terrains réduits en 5 contre 5. Et ouais, le lieu, je pense qu'il fait beaucoup d'effets. Et moi, même qui suis passée là pendant mes congés l'autre jour, toutes les petites de château, elles étaient hyper heureuses, quoi. Et Manon Bréquigny a participé, vous savez peut-être pas, parce que là, c'est sur les plus petites. Ouais, non, ça, j'avoue, je sais pas trop, je sèche. Moi, je sais, elles étaient bien là. Ouais, elles sont souvent sur les événements quand Oui. même. Bréquigny est souvent mis en avant quand même. Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure que Château-Giron était dans les clubs où il y avait le plus de licenciés. J'ai pas donné le chiffre à Château-Giron, il y a 135 licenciés féminines. Et Bréquigny, vous êtes le club d'Ille-et-Vilaine où il y en a le plus avec 168 licenciés. On peut dire bravo aussi à Mordel qu'on a 166. Je me suis renseignée pour savoir si tous les clubs d'Ille-et-Vilaine avaient une section féminine. Est-ce que vous avez la réponse? Ah bah non. Parce que non. Alors Mais non, ça vous va n'avez être pas la non. réponse ou non, il n'y a pas de... Non, pas toutes. Pas toutes. Ouais, ça, vous êtes au courant de ça, qu'il n'y a pas encore de section féminine partout. C'est difficile à mettre en place. Il faut aussi des gens disponibles et motivés pour le faire. Comment on peut l'expliquer qu'il n'y en ait pas encore partout, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de licenciés féminines? Bah, pour moi, c'est que déjà, il y a beaucoup de clubs. Ouais. Et quand on sort de la zone rennaise, bah, on n'a pas assez d'effectifs pour créer que des équipes féminines. Et maintenant, la limite pour moi, pour certaines joueuses, donc il y en a, elles n'ont aucun souci, elles vont jouer avec les garçons, elles seront très contentes. Oui. Sauf qu'il y en a la plupart du temps maintenant, ce qu'elles recherchent, c'est d'avoir une équipe essentiellement de filles. Donc c'est là où du coup, bah, finalement, dans les clubs où il n'y a pas beaucoup de féminines, il va y en avoir une ou deux. Et les une ou deux, bah, elles vont vite aller chercher le club le plus proche où il y a essentiellement des féminines pour jouer que entre filles. Question à vous quatre, vous avez toutes joué au foot ou vous jouez encore au foot? Vous avez commencé avec les garçons ou les filles? Moi, j'ai commencé avec les garçons et puis quand c'était plus l'âge, j'ai dû jouer avec les filles. Et c'était parce qu'il n'y avait pas de club près de chez vous? Non, on l'a créé. On a créé la section féminine et enfin tout s'est créé à cette époque. C'était il y a plus de 10 ans, plus de 13 ans. Et Manon, pour vous? Pareil, j'ai commencé avec les garçons et puis quand je pouvais plus jouer avec les gars, je suis partie à Bréquigny du coup, Ouais, jouer avec les filles. c'était l'âge qui faisait la limite. Voilà, vous avez plus Ouais. le choix et ce qui fait que vous avez bifurqué après vers. C'est ça. Passer les U15, on peut plus jouer en mixité, donc je suis partie avec les filles. Alors, j'ai eu des chiffres du district sur des clubs des plus petites communes qui arrivent à avoir quand même des féminines, enfin des gros taux de joueuses licenciées féminines. On a l'ES-Brie qui a 27% de ses licenciés qui sont des féminines. Le Réveil de l'Oéac qui a 25%. Il y a la Sèche avec 22% et l'US Saint-Guinou à 21%. Donc mais c'est ce qui montre aussi que peut-être dans les villages plus isolés, s'il y a une section féminine, peut-être à des endroits où il n'y a pas de grands clubs, ça peut aussi rassembler des joueuses, même s'il y a peut-être quelques kilomètres à faire, quoi. Il y a l'offre aussi l'offre du sport qui est importante aussi. Maintenant, on a plein de développement de plein de sports autres. Nous, je vois à Torigny, on a énormément d'associations, donc forcément. C'est pas évident que le public féminin à 5-6 ans, quand on a des associations très ancrées sur... clairement, on est sur de la danse, autre chose, qui sont aussi des belles associations, des beaux sports. Forcément, Il y a de la concurrence. il y a une concurrence qui s'établit de fait. Mais Bien sûr, ouais. c'est peut-être que sur certains territoires, c'est moins doté. Peut-être, c'est peut-être aussi une explication, si. Il y a aussi des différentes pratiques dans le foot, enfin des nouvelles pratiques. Le futsal, le foot en marchant, par exemple, on en voit de plus en plus. Le footnet aussi. Je crois que c'est comme du tennis-ballon, hein, si je me trompe pas. Le district avait fait un événement qui s'appelait le Pentafoot 100% féminin pour justement faire découvrir toutes ces pratiques qui sont différentes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire que le foot qu'on peut connaître. Est-ce que ça peut amener, selon vous, d'autres joueuses à s'intéresser au foot? Peut-être, par exemple, pour des filles qui n'ont pas forcément envie de jouer à 11 sur un grand terrain, le fait d'avoir différentes pratiques, est-ce que ça peut donner envie? Pour moi, c'est difficile à dire parce que la plupart des personnes qui vont y participer, elles font déjà du foot. Ouais. Donc déjà, tu vas avoir très peu de joueuses qui viennent de l'extérieur ou des non-joueuses, du coup. Mais pour moi, ça reste un petit plus où ça apporte de la diversité.
tout le monde, même moi qui suis joueuse, on me dit viens, on va faire un beach soccer. Bah, ça change un petit peu, donc on aime bien aussi découvrir de nouvelles pratiques. Donc, il y a un ballon, il y a des buts, c'est sur du sable, et j'y vais, quoi. Ça vous intéresse aussi, ne serait-ce que vous, de jouer, d'essayer d'autres choses sur le foot? Moi, j'adore. Ouais. Ouais, ça permet de changer un peu, de sortir un peu du cadre du foot à 11, de faire d'autres pratiques. C'est des fois, avec moins de joueuses, par exemple le five, de faire avec un plus petit comité, l'ambiance n'est pas la même en fait par rapport au foot qu'on dit plus classique, quoi. Mais c'est utilisé aussi dans les stages un peu de pré-saison. Je sais pas si à Bréquigny, l'été avant la reprise du championnat, quand vous avez des activités de cohésion, il y a quand même souvent, c'est ce qu'on voit régulièrement, des activités autres comme ça, liées avec le ballon toujours, mais qui sont un petit peu différentes du foot à 11. Oui, c'est sûr et puis ça permet de travailler d'autres choses, même la coordination n'est pas forcément la même à chaque fois donc non, c'est intéressant d'aller sur d'autres pratiques aussi et même en tant que joueuse. Et justement, vous, en tant que joueuse, je reste sur l'idée d'avoir de nouvelles licenciées et de jeunes joueuses qui peuvent s'inscrire. Est-ce que vous pouvez être un modèle pour les jeunes filles? On parle de Bréquigny avec beaucoup de licenciés, donc vous êtes avec l'équipe A, mais il y a toutes les petites aussi qui sont là. Est-ce que elles viennent vous voir? Est-ce que vous représentez quelque chose de particulier pour elles? Alors, vous et toutes vos coéquipières, hein, bien sûr. Oui, je pense, on est monté quand même à un niveau qui commence à être intéressant aussi. Donc il y a pas mal de petites, qui viennent nous voir. On essaye, souvent qu'elles nous accompagnent aussi à l'entrée des joueuses, sur le protocole. Ouais. Donc ça, c'est toujours sympa. Elles ont toujours un petit peu, les yeux qui pétillent et j'espère pour elles qu'elles se disent, «J'espère être là un jour à leur place». Donc je pense que ça permet d'attirer un peu, mais surtout de voir que, bah, oui, les filles peuvent faire du foot, oui, on peut jouer à bon niveau ou on peut aussi faire du foot, juste par, plaisir. Je pense que c'est ça le plus important, pour les petites filles, c'est de se rendre compte que oui, on peut faire du foot, en tant que fille, quoi. Et Sylvia, vous, en tant qu'arbitre, vous êtes aussi un visage qu'on voit sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez aider par rapport à ça aux jeunes joueuses? Je parle vraiment sur le côté licencié. En l'état, le spectacle, c'est les joueuses. Donc, les arbitres sont à disposition du football pour rendre un spectacle. S'il y a pas de joueuse, il y a pas forcément d'arbitre. Donc tout en découle. C'est tout d'abord le poste de joueuse qui est très attractif et ensuite celui d'arbitre. Parce que vous avez commencé l'arbitrage, vous étiez très jeune. Oui, tout à fait. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 14 ans. Et ça vient comment cette envie à 14 ans d'arbitrer? Alors, mon club de l'époque m'a proposé, je jouais, donc m'a proposé la formation. Je me suis lancée et en fait dans le métier d'arbitre, on apprend à connaître et on apprend on apprend un règlement, on apprend à manager avec le temps. À 14 ans, il faut se rendre sur un terrain inconnu face à des éducateurs plus aguerris, qui connaissent peut-être mieux le règlement que nous. Et voilà, on se forge un caractère. C'est une vraie école de la vie en fait, l'arbitrage. C'est un sport à la fois solitaire, Ouais. mais au service du collectif, quoi. Donc, faut prendre des décisions rapidement et des bonnes, c'est mieux. Voilà. Mais vous n'avez pas le sentiment que ça peut amener le fait, par exemple, vous, en tant que Bretonne, vous officiez dans les divisions professionnelles. Est-ce que ça peut donner envie à des petites filles ou des jeunes filles, des adolescentes, de se lancer aussi dans l'arbitrage? Est-ce qu'il y en a qui vous contactent pour avoir des conseils, par exemple? En tant que membre de la commission départementale de l'arbitrage, je représente toutes ces jeunes filles en fait qui sont dans le département. Je suis à leur disposition pour leur formation, pour n'importe quelle question sur les lois du jeu ou pratiques concernant et voilà. Et le but c'est de résoudre des problèmes à plusieurs. Aussi également faire fédérer parce que un arbitre une fois qu'il est formé, il est rapidement livré à lui-même et c'est important que les clubs accompagnent les arbitres lors des premiers matchs. Mais les premiers matchs, ça suffit pas. Faut qu'il y ait vraiment un suivi derrière. Ça peut être la famille, ça peut être les amis également. Voilà. Faut être bien accompagné. Très important. C'est souvent la famille. Moi,
des arbitres que je vois, c'est souvent la famille qui vient. Ouais. Peu importe si cette personne n'y connaît rien en arbitrage ou en football, le tout c'est vraiment d'avoir un soutien émotionnel au cours des rencontres. C'est très important. On peut parler aussi de soutien pour être une joueuse, une nouvelle joueuse, parce que c'est pas forcément évident quand on est jeune fille, qu'on aime le foot, de s'inscrire. Qu'est-ce qu'on peut identifier comme frein pour les plus jeunes pour s'inscrire au football? Est-ce que vous, de par vos expériences, est-ce que vous avez identifié des choses précises qui les bloquent un petit peu à s'inscrire dans un club? Moi, je dirais le caractère de certaines. Parce que dans le foot, on a. Si, c'est vrai, hein, les féminines au foot, la plupart, elles ont un fort caractère. Donc, si t'es une personne beaucoup plus réservée, très timide, bah, tu vas avoir du mal à t'intégrer dans le groupe. Puis souvent, quand t'arrives dans une équipe, c'est que des copines. Alors que si tu veux t'intégrer au groupe que 2 copines, qui connaissent personne, bah. Alors, je vais poser différemment. Qu'est-ce qui peut empêcher, ne serait-ce que de franchir le premier pas pour aller dans un club, avant de voir l'équipe, on va dire. Il y a une représentation du football, en général. C'est souvent les parents qui inscrivent. Donc, je dirais que ça passe aussi par séduire aussi finalement les parents, en leur disant que, leur dire que quand les clubs ils sont bien structurés, qu'ils accueillent sainement, déjà il faut les rassurer. Il y a cette représentation du football aussi. Quand ils sont petits aussi, c'est des âges où ils ont pas forcément. C'est difficile aussi pour s'intégrer dans des groupes. Donc forcément, si on n'a pas des groupes dédiés, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On n'a pas beaucoup de féminines, donc on peut pas faire une équipe féminine. Donc on voudrait offrir des équipes spécifiques, mais en même temps, venez quand même, quoi. C'est un peu ce qu'on leur dit. Ouais. Donc c'est un frein finalement. Venez, mais parce qu'on va pouvoir vous offrir entièrement. Ouais. Donc il y a puis la représentation aussi du football qui est pas forcément de moins en moins bonne avec l'image des garçons notamment pour moi. Et du coup les parents non, pas de foot. Pas tout de suite. Des fois le foot a une mauvaise presse. Oui, on l'entend régulièrement. Mais on a la chance que les femmes en général, on dit que c'est plutôt beau d'aller voir un match féminin. À l'inverse des garçons, certains, il y a un public ciblé, je sais pas lequel, mais qui dit davantage que c'est d'autant mieux le football féminin que masculin. En termes d'ambiance. Oui, les ambiances sont plus zen et voilà, peut-être un peu plus familiales sur les matchs de foot féminin. On est là, une table de Brétiliennes. On va forcément parler du plus gros club du département, de la région, du monde, pour moi, le Stade Rennais, qui a recréé sa section féminine là en 2021. Ouais. On sait le rayonnement que peut avoir un club comme le Stade Rennais sur l'Ille-et-Vilaine, sur la Bretagne. Est-ce que cette création d'équipe féminine, ça peut inciter un peu plus de jeunes filles à s'inscrire au football, pas forcément au Stade Rennais, mais à se dire je vais peut-être jouer, me mettre dans un club pour après, pourquoi pas, évoluer dans une équipe comme le Stade Rennais et avoir le maillot rouge et noir sur soi. Ouais, le Stade Rennais, c'est une marque, donc ça attire forcément à l'échelle du département. Oui, je pense que n'importe quelle petite fille qui fait du foot, en tout cas dans la région rennaise, est fan du Stade Rennais. En tout cas, j'espère. J'espère aussi. Mais je pense que on se dit toutes en tant que joueuses et en plus les petites, c'est que maintenant que le Stade Rennais a sa section, avant il n'y avait pas de filles en fait au Stade Rennais. Donc du coup là elles peuvent s'identifier, elles voient que en plus sur les réseaux c'est quand même plus facile de voir les choses. On peut jouer au Stade Rennais en tant que fille, donc je pense que c'est sûr que ça va attirer. Et elles ont pas trop de difficultés, ils ont pas trop de difficultés en tout cas à attirer les filles. Elles viennent d'elles-mêmes en fait. Oui. Pour l'instant il n'y a pas besoin d'aller chercher les joueuses quoi. Donc c'est sûr que ça a un impact positif. Ouais, ce qui se comprend, forcément, ça fait un peu rêver de s'imaginer pouvoir jouer. Puis même les parents aussi peut-être qui disent à leur petite fille, inscris-toi au Stade Rennais pour commencer. Il y en a beaucoup. En tout cas, les chiffres en termes de licenciés
en Ille-et-Vilaine, ils sont très bons. Je vais vous les donner. À titre de comparaison, on va prendre la saison 2015-2016. Donc, c'était il y a 9 ans. Les licenciées féminines étaient de 2337. Et là, les chiffres au 31 décembre, c'est 5683. Donc, le nombre de licenciés a doublé, tout simplement, là, sur les dernières années. À l'échelle de la Bretagne, c'est aussi une grosse augmentation puisqu'il y a une augmentation de 6,9% de licenciés. Là, c'est en seulement un an. Hein. Par contre, on parle de la saison dernière, donc c'est la plus forte progression en France. Donc 6,9% sur la Bretagne, plus 7,6% en Ille-et-Vilaine par rapport à la saison passée. Donc je pense que c'est un chiffre qui doit faire plaisir aux Bretons et aux Brétiliens parce que ça montre que le football féminin fonctionne en tout cas dans notre région et notre département. Ça montre aussi qu'il y a un impact quand même de toutes les actions que font le district, que vous aussi vous faites dans vos clubs chacune. Et vous en tant qu'arbitre, du coup à chaque fois je suis obligée de vous mettre à part. On avait parlé tout à l'heure du pentafoot, avec toutes ces démarches différentes autour du football pour amener du monde. On a aussi parlé de la Femina Soccer Cup où il y avait les petites filles licenciées et non licenciées qui pouvaient participer. C'était en décembre. On n'a pas précisé quelque chose par rapport à cet événement, c'est que la veille, il y avait une formation en fait qui était proposée d'animateur fédéral à la pratique féminine. Et donc les personnes qui ont participé à cette formation ont pu le lendemain en fait mettre en pratique ce qu'elles avaient appris la veille. Donc ça montre quand même qu'il y a les deux objectifs sont liés entre augmenter le nombre de licenciées féminines d'un côté et puis aussi amener de nouvelles dirigeantes à arriver dans les clubs. Et donc là forcément Émilie, je me tourne vers vous puisque tout à l'heure en introduction on a parlé du fait que les dirigeantes étaient plus nombreuses là cette saison à Torigny. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Torigny sur cette saison 2024-2025? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est très rapidement. On peut pas résumer ça en une saison. C'est pas possible. Surtout sur le foot féminin, ça fait des années qu'on travaille là-dessus avec nous. En fait, nous, en tout cas, ce qui s'est passé, moi, je l'analyse ça comme ça. On a une équipe senior féminine qui est en place depuis plus de 10 ans. Avec quasiment les mêmes féminines. On a un groupe, il y a des plus anciennes, forcément, qui ont structuré tout ça et qui ont montré qu'elles avaient leur place. Déjà, premièrement. Et puis, petit à petit, aussi, le club a eu la chance de se structurer avec des gens, moi, qui me semblent très intelligents et qui y croient. C'est là où je dis, il faut des gens moteurs et qui veulent vraiment développer la chose. Et puis finalement via les portes ouvertes, via l'équipe senior qui se structure, qui commence sportivement à avoir quelques petits résultats à notre niveau, mais on a quand même. Et c'est quelque chose qui nos jeunes les plus petites ont commencé à s'identifier. Pareil, on faisait aussi dans 2 matchs assez importants pour nous, on les a fait rentrer avec nous sur le terrain. Donc là, on a senti, nous aussi, on était fiers de les avoir, franchement. Et en fait, c'est quelque chose que c'est pas en une année que ça se fait. C'est vraiment une ambiance qu'on crée. Et avec un éducateur qui y croit, Louis, qui est notre référent pôle féminin, qui y croit aussi. Et voilà, ça a rassuré aussi les parents de savoir que c'était commencé à bien se structurer. Et puis les seniors, elles ont été super parce que là, elles jouent le jeu. L'année dernière, je crois qu'on était 2 dirigeantes, dont moi. Donc, en tant que présidente, maintenant, je crois qu'on est 17. Et c'est que des coachs, je vais pas me tromper, mais celles qui accompagnent, du moins le samedi, c'est que des seniors féminines. D'accord. Voilà. Donc en fait, les seniors ont été cette locomotive, et derrière, ça a amené toutes ces petites licenciées, parce que en 2020, on était 25 et là, on est 100. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc, mais c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui se vient tout seul. C'est un travail de fond. Ouais, quasiment. C'est quasiment ça. C'est, je pense à Château-Giron, c'est la même chose. Même aussi à Bréquigny, c'est laisser la place à l'équipe féminine, aux féminines comme aux hommes. Avoir la même justesse de décision autant que possible sur les réseaux, la même visibilité. C'est aussi important, c'est ce qui amène à dire que ça a juste sa place, en fait. Faut normaliser la place de la femme. C'est normalisé, encore une fait, fois, finalement. encore et encore. Ouais. Voilà.
comme ça que je l'explique. Certainement d'autres Ainoa, choses. vous voulez rajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec Émilie sur ce point. Question sur la mixité dans les équipes dirigeantes. En quoi ça apporte quelque chose, que ce soit équitable aussi à ce niveau-là? Un peu de délicatesse sur le bord du terrain. Non, en vrai, moi je trouve que sur le bord du terrain, quand il y a un binôme homme-femme, même que ce soit pour une équipe masculine comme féminine, bah la femme n'a pas le même regard sur le sport, Mhm. sur une vue plus globale que les garçons sur le foot, la partie sportive où les garçons, même que ce soit un papa qui soit dirigeant, que ce soit un éducateur, un coach senior, si ils voient beaucoup juste la pratique et nous on a tendance à englober un peu plus la personne qui joue au foot, Le côté un peu plus humain, peut-être? humain, émotionnel de la personne. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord. Manon, une réaction? Ouais, non, c'est intéressant d'avoir ça, qu'avant, il y avait très peu d'éducatrices, de dirigeantes. Quand j'ai commencé, c'était que des gars, quoi, donc qui nous encadraient. Et c'est vrai que les femmes n'ont pas la même sensibilité, même façon de parler aux filles. Alors souvent, comme a dit Aina au début, les femmes, ça a aussi beaucoup de caractère dans le milieu du foot, donc c'est important d'avoir les deux. Pour avoir été entraînée par des gars comme par des filles, à chaque fois, j'ai apprécié autant les gars que les filles. Ce qui compte, c'est la compétence, et c'est important pour moi d'avoir de plus en plus de féminines en tant que dirigeante, éducatrice, présidente, dans tous ces domaines. Une réaction peut-être, Émilie, sur cette mixité qui existe donc à Torigné. Commence à exister. Qui commence à exister. Est-ce que ça apporte des choses nouvelles dans les relations avec vos joueurs, vos joueuses? Alors on a quand même cette difficulté quand même, je pense plutôt au niveau des seniors et même sur les petites, et encore quoique, on a du mal à faire des interactions entre les groupes, mais voilà. Mais on essaye de faire des choses, on fait des entraînements communs avec les seniors par exemple, etc. Mais quand même, j'observe que nos jeunes viennent voir nos U15, U18, je les vois sur le bord de terrain. Donc, les choses vont se faire petit à petit dans cette normalisation, comme tu disais. Je pense que c'est ça aussi. Il se trouve que certains sont dans le même collège, etc. Donc, forcément, bon, ouais, il faut laisser du temps au temps dans cette chose-là, dans ces choses-là. Je pense, ça se fait, ça se fait. Gentiment mais sûrement. Là, Gentiment mais sûrement. Je vais vous poser la question à toutes les deux, Émilie et Ainoa, sur le fait d'être une femme avec des responsabilités dans un club de foot. Aujourd'hui, il y a plus en plus de mixité. Bon, on n'est pas encore à du 50-50, mais c'est quelque chose qui évolue. Mais quand vous avez commencé, est-ce que l'une et l'autre, à un moment, vous avez eu envie de laisser tomber? Vous avez trouvé ça trop dur? Moi, personnellement, non. Je suis encore trop jeune pour laisser tomber quand même. À 23 ans, je me dis, au bout de 3 ans, si je commence déjà à laisser tomber, ce serait dommage. Et non, pas du tout. Moi, j'ai eu aucune difficulté. Et puis, je m'entends quand même plutôt bien avec les garçons. Donc là, même dans notre équipe de salariés, on est 5. Et j'ai aucun problème d'intégration, alors que je suis la seule fille. Dans le club, pareil, j'ai aucun problème d'intégration. Non, moi, par rapport à ça, j'ai eu aucun problème. Ouais. Émilie? Non, moi du tout. Alors, moi, c'est des hommes qui m'ont donné envie de m'intégrer dans ce club et de m'investir. Donc, la preuve que, voilà, il y avait pas. Et aussi, il y avait quelques personnes au comité d'administration, des femmes. Moi, j'ai jamais eu de difficulté. Même par rapport aux instances du football. Moi, j'ai jamais eu. Alors, on m'a, dire des remarques. Bon. Mais bon, elles ont jamais TND en face, donc c'est qu'elles n'existent pas. Mais non, voilà, je pense que c'est là. Après, sur le fait d'arrêter, c'est pas une question d'homme ou de femme, parce que la responsabilité, elle est la même et elle est aussi compliquée. Après, on endosse une responsabilité, on le choisit. Mais oui, des fois, arrêter, c'est plus sur le volet, le temps que ça nous prend. Bon, on est bénévole, hein. Enfin, moi, en tout cas, je suis bénévole, hein. Donc le temps que ça prend, l'énergie, la responsabilité, c'est plutôt ça. Mais alors, sur l'opposition femme-homme, moi, j'ai jamais ressenti non plus.
Ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça veut dire que la mixité, ça fonctionne, en tout cas, dans vos clubs, et que les hommes aussi ont envie d'aider, ce qui est important également pour faire avancer le développement du foot féminin. Manon et Sylvia, en tant qu'arbitre et en tant que joueuse, pour tout un tas de raisons, est-ce qu'à un moment, vous avez voulu arrêter ou peut-être mettre en pause? Je me dis que en tant qu'arbitre, ça peut être quand même difficile par rapport notamment aux spectateurs, des fois aux joueurs ou aux joueuses qui sont pas forcément correctes. Et Manon, en tant que joueuse, on entend un petit peu plus parler, en tout cas en Arkema Première Ligue, de certaines joueuses qui ont pu faire des burn-out à un moment qu'on pouvait plus. Même si Bréquigny est en Détroit, il y a quand même un niveau qui est assez élevé dans votre club. Est-ce qu'à un moment, vous en avez eu marre un petit peu, vous avez envie de dire stop? Pour ma part, pas forcément, puisque j'ai été très bien accompagnée. Donc du coup, quelque part, j'ai pu décompresser auprès de mon entourage, auprès de mes formateurs en arbitrage. Voilà, il y a, comme dans toute carrière, il y a des hauts et des bas, et le tout, c'est de savoir rebondir, et surtout de pas avoir peur de mettre son ego de côté et d'en parler, quoi. C'est important. Manon? Non, moi j'ai jamais ressenti ça. En tout cas, j'ai toujours été passionnée, donc pour moi ça a toujours été le foot, le foot, le foot. Une évidence. Une évidence. Après, je rejoins peut-être un peu Émilie, par moment, c'est l'investissement. Donc c'est sûr, là je suis joueuse, alors certes en D3 c'est cool, mais c'est amatrice. Donc c'est vrai que c'est un investissement et j'ai un travail à côté. Ouais. Ça prend du temps, quoi. C'est plus ça, mais tant qu'il y a la passion, ça continuera. Sylvia, dans l'arbitrage, on dit souvent qu'il faut une autorité naturelle. Alors, à tort ou à raison, ça, je sais pas, je vous laisserai me dire. Est-ce que le fait qu'on dise ça, justement, est-ce que ça peut être un frein pour que les femmes se mettent dans l'arbitrage? Est-ce que ça peut être un premier frein, ne serait-ce que juste voilà, au niveau de la pensée? Bah, j'espère pas, parce que l'autorité naturelle, ça s'acquiert avec le temps. Déjà, c'est pas du tout qu'est-ce que c'est qu'une autorité naturelle quelque part. C'est pas du tout quelque chose d'autoritaire, mais du coup avec le temps on force son caractère, on arbitre avec sa propre personnalité, et donc chaque arbitre a sa propre personnalité et un impact sur le match, sur la gestion avec les joueuses, en termes de management. Au départ, certes, on apprend les règles, mais après, ce qui est intéressant quand on a quelques années d'arbitrage, c'est vraiment le rapport humain avec les joueurs, avec les éducateurs. Et maintenant, on s'amuse quelque part avec ça, et on peut s'éclater en termes de management avec les joueurs. Pourquoi c'est important d'avoir des femmes arbitres, qu'il y en ait plus en tout cas aujourd'hui? Pour le développement du football féminin. Enfin, encore une fois, s'il y a du football féminin, il y aura des arbitres féminins. Des arbitres, on a notre propre sensibilité peut-être en tant qu'arbitre féminine. On manage pas de la même façon qu'un homme, sûrement. Et après, le rapport homme-femme, femme-homme, bon, femme-femme, il reste le même. C'est comme si c'était un homme qui arbitrait un homme. Et puis, homme-femme, il y a d'autant plus de respect, en tout cas. On s'impose peut-être quelquefois plus facilement en rapport homme-femme, en ayant le poste arbitre et des joueurs. Manon, vous, sur les arbitres, vous avez hommes et femmes, ça change, ou c'est que des arbitres féminines? Que des arbitres féminines sur les arbitres au centre. Par contre, la touche, des fois, parce que il manque encore pour avoir des filles sur toutes les divisions nationales, à la fois au centre et sur la touche. Donc souvent, c'est des hommes, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des trios féminins sur des rencontres. Donc non, c'est cool, ça fait partie du développement de la pratique féminine. Il va y avoir un plateau 100% foot féminin organisé par le district. Ce sera dans pas très longtemps, puisque c'est mi-février. Alors, il y a des joueuses licenciées et non licenciées qui vont être invitées, des dirigeantes licenciées ou qui souhaitent devenir dirigeantes qui vont pouvoir venir. Et pour la première fois, il y a un atelier d'initiation à l'arbitrage. Ça, c'est quand même un beau point d'entrée pour les jeunes filles qui veulent ou qui se posent la question, ou peut-être n'y ont jamais pensé, mais vont voir cet atelier et se dire pourquoi pas, en fait. Tout à fait. Moi, j'ai pris le sifflet et depuis, je l'ai pas lâché. Donc, parce qu'encore une fois, on découvre la fonction et on s'y intéresse et on cherche à s'améliorer.
Donc j'espère que ce plateau suscitera un bon nombre de vocations et pour intégrer les effectifs d'arbitrage. Alors, si on peut donner une info générale, puisque tous les gens qui vont nous écouter ou nous regarder ne pourront pas aller à ce plateau 100% foot féminin en Ille-et-Vilaine, mais si quelqu'un qui nous écoute veut s'inscrire pour être arbitre, comment on fait concrètement? Faut qu'on appeler le club le plus proche de chez soi? Oui, il y a plusieurs portes d'entrée. Le district, ensuite le club, mais peut-être aussi l'arbitre qui est présent sur la rencontre qui est actuellement en train de se dérouler au département. Il y a des fois des jeunes garçons ou filles qui sont venus vous voir par rapport lorsque vous étiez en train d'officier sur un match pour savoir comment faire? Pas pour savoir comment faire, mais par curiosité, voir comment ça se passe. L'avant-match, justement des jeunes arbitres qui viennent d'obtenir leur FIA, leur formation initiale en arbitrage. Du coup, en avant-match, elle participe à l'avant-match avec moi, c'est-à-dire la constitution de la tablette, la signature d'avant-match avec les capitaines, également le débrief avec les capitaines, et de la vérification d'équipement également. Ça, on était vraiment sur le côté arbitrage pour qu'on puisse faire un point ensemble dessus. C'était important. Si on parle là plus des dirigeantes, pour les joueuses, on a parlé de quelques possibilités pour les jeunes filles de s'inscrire plus facilement avec soit les actions qui sont menées par vous dans vos clubs, soit par les actions du district. Peut-être l'équipe féminine du Stade Rennais qui va donner des vocations. En ce qui concerne les dirigeantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être mettre en place dans un monde idéal pour qu'il y ait plus de dirigeantes à venir? Est-ce qu'il faut proposer plus de formations, qu'il y ait une plus grande exposition peut-être du rôle de dirigeante? En quoi ça consiste? Moi, par exemple, à Châteaugiron, j'aimerais qu'il y ait davantage de mamans à s'investir, pas juste derrière avec l'applaudissement, juste à venir plus proche du terrain. Et pour ça, oui, il y a les formations du district, mais encore une fois, le problème déjà, c'est les dates, la durée de la formation. Du coup, les mamans sont pas forcément disponibles sur ces dates-là. Du coup, pourquoi pas, moi, je vais essayer de mettre en place des formations en interne. Donc ça va mettre du temps, mais former en interne les mamans qui sont au club pour qu'ils puissent accompagner une équipe sur les années prochaines. C'est une idée en tout cas de possibilités, effectivement, si les mères qui accompagnent et qui sont déjà au stade, d'avoir Il y en a déjà. Nous, par exemple, à Châteaugiron, on a carrément 2 mamans qui vont sur un public masculin, mais c'est elles qui organisent les plateaux U6. Donc déjà, moi, quand j'avais vu ça en arrivant, c'est pas moi qui me suis chargée de ça, mais j'ai trouvé ça excellent. Oui, parce que sur le rôle des dirigeantes, on peut aussi expliquer que c'est pas forcément... là, en tant que présidente, ça prend beaucoup de temps, évidemment, mais ça peut aussi se gérer sur un planning. On n'est pas obligé de passer sa vie au club de foot, quoi. Faire des petites rotations. Par exemple. Mais pour faire les rotations, il faut aussi qu'il y ait plus de monde Il faut qu'il y ait plus de monde. Émilie, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que c'est des choses qui sont pas tout de suite, et qui se construisent aussi. C'est des relations de confiance aussi. Au début d'année, on n'a pas forcément des personnes, et puis au fil du temps, elles voient que... mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour les hommes. On a aussi, proportionnellement, il nous manque toujours du monde, mais nous, c'est ce qu'on voit. Je sais que il y a des mamans qui sont venues à la dernière formation qui a été organisée par le district, là, qui sont venues, donc c'était top. Effectivement, nous, on avait aussi le café des parents il y a 1 ou 2 ans, où les mamans s'étaient proposées aussi de faire des choses. Voilà, c'est des choses qui viennent petit à petit. Et trop peu, certainement. Mais il faut être là. Il faut, nous, en tant que dirigeants, on essaye d'être sur le bord des terrains, d'être avec elles, avec eux aussi. J'englobe les deux, mais c'est petit à petit. Il faut donner envie. Et puis, aussi, c'est souvent les parents aussi, moi, qui voient évoluer leurs enfants, qui après rejoignent. Alors moi, je parle au niveau des bureaux et des comités. C'est souvent comme ça aussi que ça se fait, mais c'est des choses qui se font petit à petit. Et peut-être de casser la barrière aussi de... même si une maman n'a jamais fait de foot,
En fait, elle peut faire autre chose, elle peut accompagner une équipe et avoir un autre rôle Bien sûr. et être présente quand même pour accompagner cette équipe, quoi. Tout à fait. Bon, c'est bien, on a donné quelques idées, mais on voit bien que ça met du temps à se construire, que ça se fait pas du jour au lendemain. Et vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, Émilie, sur voilà, les dirigeantes qui sont arrivées à votre club cette année. Il y a eu quand même un tournant cet été avec la création des divisions professionnelles, l'Arkema Première Ligue et la Seconde Ligue. Est-ce que le fait que le foot féminin bascule là du côté professionnel sur cette année, est-ce que ça peut accélérer quelque chose dans le développement, vous, à votre niveau, dans vos clubs, dans votre pratique, est-ce que ça peut avoir un impact? Ou est-ce que vous aimeriez que ça ait un impact? L'impact, je pense qu'il va pas venir tout de suite. Pareil, Ça ouais. va mettre du temps encore. Mhm. C'est comme tout, comme on parlait du Stade Rennais tout à l'heure. Pour moi, le vrai impact du Stade Rennais, il sera beaucoup plus prononcé dans 5, 6, 7, 8 ans quand il y aura une équipe fanion et qui va passer à la télé, qui va être un exemple, comme le Stade Rennais chez les garçons. Quand les petits commencent le foot, quelle première tenue on leur achète? La totalité de l'équipement du Stade Rennais. Donc pour moi, ça va mettre aussi du temps, mais ça va aider fortement à l'évolution du foot féminin. On va que dans le bon sens avec la création de cette première ligue, seconde ligue et la D3 en réserve. Voilà, ça c'est vraiment on va que dans le bon sens et les instances mettent en place des actions qui payeront de toutes les façons. Manon, en tant que joueuse, comment vous voyez ça, ces créations de la Ligue de football professionnel féminin? C'est intéressant, ne serait-ce que pour la visibilité. Si ça peut augmenter aussi les moyens, en fait, je pense qu'on parle surtout d'économie. Si on veut pouvoir développer, il faut de l'argent, mais pour de l'argent, il faut que ça intéresse du monde. Donc il faut que ça soit vu par beaucoup de monde. Donc j'espère que la professionnalisation, elle va apporter ça, mais comme l'ont dit les filles, c'est quelque chose qui sera super, qui sera bénéfique, c'est sûr, pour la pratique féminine, mais ça va prendre du temps mais il fallait commencer par là et puis on commence à être un peu en retard en France par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Il y a plusieurs pays déjà qui ont déjà bien avancé sur la professionnalisation, donc il était temps que ça arrive en France. À chaque fois, c'est vrai que ce qui revient, c'est que tout se fait tout doucement. Il y a pourtant beaucoup de gens qui sont investis, qui donnent voilà, beaucoup sur le foot féminin, mais que tout prend du temps. Comme peut-être cette ligue professionnelle arrive peut-être un petit peu trop tard, comme la création du Stade Rennais arrive un petit peu trop tard. Il aurait fallu que ce soit fait, on va dire, il y a 10 ans peut-être, pour qu'on ait des impacts aujourd'hui, on va dire. Ça aurait aidé en tout cas. Ouais. Bon, il faut se dire que c'est dans 10 ans là qu'on pourra avoir On en reparlera. On sera sûrement là, peut-être pas dans les mêmes fonctions, mais et On verra où on est. et on verra où ça en est. Manon, là en tant que joueuse avec au niveau D3, donc la 3e division, on est Ille-et-Vilaine, donc on va quand même parler de l'US Saint-Malo, qui est club en seconde ligue. Bréquigny a déjà été en 2e division. Est-ce que sur le club de Bréquigny, il y a un projet à plus ou moins long terme d'accéder à un moment à cette seconde ligue professionnelle? Pour l'instant, c'est vraiment de stabiliser le club en D3. Oui, qui est une division qui est récente aussi. Qui est récente, qui vient d'être créée, donc il y a 2 ans, on est monté à la création. Pour l'instant, en tout cas, l'objectif du club, c'est de maintenir l'équipe dans cette division. Maintenant, pour monter en seconde ligue, c'est professionnel. Pareil, ça demande des moyens qui, pour l'instant, le club n'a pas. Ça, c'est sûr. Donc, pour l'instant, c'est pas un objectif. Après, on verra bien ce qui se passera dans quelques années. Mais je pense que Bréquigny aujourd'hui est à sa place en 3e division. C'est ce qu'il nous fallait. Donc on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. Avec l'arrivée des équipes professionnelles, ça va être de plus en plus dur. Il y aura de plus en plus de concurrence. Avec les réserves maintenant des équipes professionnelles qui ont un centre de formation qui peuvent intégrer le championnat, déjà de se maintenir pendant plusieurs années, ça sera déjà bien. Ouais, c'est vrai que ça va arriver aussi dans les prochaines années. Les clubs professionnels vont avoir de plus en plus de sections féminines, mais en tout cas pour Bréquigny,
cette création, ça a été très, très bénéfique parce que avant, vous étiez toujours première, mais le step par rapport à la seconde ligue, il était quand même très, très élevé. Là, la D3, c'est vraiment un niveau qui convient parfaitement au club de Bréquigny. Oui, je pense qu'on a notre place et en tout cas, j'espère que ça va durer. On espère pour vous. Puis pourquoi pas une montée quand même à un moment. On a la chance là d'avoir déjà 2 clubs bretons avec l'En Avant Guingamp qui est en Arkema Première Ligue et donc l'US Saint-Malo qui est en seconde ligue. Peut-être un jour CPB Bréquigny rejoindra l'US Saint-Malo. À moins que l'US Saint-Malo soit en Arkema Première Ligue, c'est une possibilité. En tout cas, leur saison, elle est bonne en seconde division. On va passer sur la conclusion maintenant de cette table ronde. Mais là, on parle un petit peu d'avenir, notamment avec Bréquigny. On verra dans quelle division d'ici quelques années. Mais si je vous laisse la parole à chacune, dans 10 ans, où est-ce que vous souhaitez que le foot féminin soit, que ce soit alors sur ce que vous voulez, en termes de nombre de licenciés, de dirigeantes, au niveau de la professionnalisation, quel est votre souhait dans 10 ans? On refait le podcast en 2035. 2035. Je me lance. Moi, j'aimerais bien déjà que au niveau du pourcentage dans les clubs filles-garçons, que ça augmente chez les filles et qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre parce qu'on ne trouvera jamais l'équilibre, on sera jamais 50-50, c'est sûr. Mais un petit déjà 75-25 dans une majorité des clubs, ce serait déjà pas mal parce que ça voudrait dire qu'on a beaucoup plus de licenciés féminines et pas que sur les joueuses, que les dirigeantes aussi s'y mettent, dirigeantes voire éducatrices, et qu'on intègre même dans les districts beaucoup plus de féminines sur le foot globalement, quoi. Sylvia? Plus de pratiquantes, mais également plus de monde dans les stades. Ça fait maintenant, on a la Première Ligue, il y a encore très peu de spectateurs en seconde ligue. Disons que c'est ponctuel sur quelques opérations ou sur les grandes affiches. Et s'il y a plus de monde, ça monte un peu de reconnaissance envers les joueuses. Donc c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, et de ce fait également plus de bénévoles dans les stades, plus de femmes qui franchissent le pas, peu importe qu'elles aient fait du foot ou pas, et voilà, effet boule de neige, j'espère. On espère. C'est vrai qu'on se rend compte dans les stades que quand il y a beaucoup de communication sur un match en particulier, ça va amener beaucoup de monde. On peut penser au match du FC Nantes face au PSG à la Beaujoire qui avait réuni plus de 16 000 spectateurs, ce qui est vraiment une affluence qui est énorme en Arkema Première Ligue, mais c'est une affluence qui est difficile à faire tout au long de la saison. Oui, après, Marcel Sopin, il n'y a pas assez de place, mais c'est vrai que c'est compliqué dans la continuité, en tout cas, d'avoir de telles affluences, mais c'est un premier pas, en tout cas, et ça peut donner aussi envie aux gens de retourner au stade voir les féminines. Manon? Ouais, plus de visibilité, qu'on puisse voir les matchs de foot féminin comme les garçons actuellement sur les divisions, en tout cas professionnelles, qu'il y ait de plus en plus de monde effectivement à pratiquer, et puis d'avoir des clubs qui aient suffisamment de moyens aussi pour pouvoir structurer, qu'il y ait autant de place pour les gars que pour les filles, et que ça soit qu'on arrive à une équité en fait idéale, autant de gars que de filles. Ça va être dur, mais faut y croire. Mais ouais, en tout cas, augmenter le pourcentage, je pense que c'est un bel objectif. Et Émilie, le mot de la fin sur les rêves? Les rêves, non, effectivement, elles ont tout dit. Oui, c'est évidemment d'augmenter le nombre de licenciés. Je pense que s'il faut qu'on concourt tous, que ce soit le foot pro, qui ait une belle visibilité, mais aussi le foot amateur, il faut qu'il y ait une complémentarité sur les visions, sur les manières. Il faut qu'on nous aide aussi à nous structurer, ça, c'est sûr. Ce qui est fait, mais peut-être à plus grosse échelle. Et puis, je crois que c'est une question de mentalité aussi. C'est des choses qui doivent rentrer dans l'ordre de marche, de considérer que c'est juste normal d'avoir une équipe de féminine à chaque âge, etc. Bien sûr, moi, je peux que prêcher par inciter les femmes à rejoindre les instances de bureaux et de comités d'administration. C'est des belles aventures humaines avant tout, que de toute façon, c'est aussi ça beaucoup. Donc oui, on souhaite plein de bonnes choses, mais il n'y a pas de raison. Ça va venir.
Va venir. 2035, du coup. Ouais. Rendez-vous. On a posé le rendez-vous. Ok. Et on a aussi donné rendez-vous pour terminer cette table ronde au président du district. Philippe Leyondre va venir nous rejoindre tout de suite. Philippe Leyondre, le président du district, vient de nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour. Et je voulais déjà commencer par vous remercier, donc toi qui as bien voulu animer cette table ronde ce soir, ainsi que nos 4 dirigeantes et joueuses de club. Donc merci à vous pour cette table ronde. J'espère que ça vous a plu et puis qu'on en tirera un bénéfice pour nous district demain. Alors vous l'avez suivi, cette table ronde, vous étiez avec nous en tout début de cet épisode. On a parlé de l'objectif de Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, de doubler le nombre de licenciées féminines. C'est quoi votre avis sur cet objectif qui est ambitieux, mais qu'on espère réussi? Tout à fait, c'est un objectif très ambitieux, passer de 250 000 à peu près à 500 000 licenciées féminines sur une mandature. Donc il va falloir se mettre au travail. Beaucoup disent que c'est impossible. Je pense que si on regarde de près, je pense que c'est réalisable. Sincèrement, je pense que c'est réalisable. On a beaucoup de marge de manœuvre. Vous l'avez abordé. On a encore beaucoup de clubs qui ne se sont pas lancés dans cette pratique féminine. Donc, si on arrive à convaincre tous les clubs, et notamment dans certains secteurs du département qui sont pas encore impliqués dans le développement de la pratique féminine, si on arrive à les convaincre de se lancer, je pense qu'on peut y arriver. On a un travail, nous, de fond à faire, nous, district d'Ille-et-Vilaine également, c'est d'accompagner ces clubs aujourd'hui. Et notamment, on peut leur faire découvrir tous les moyens de recruter des jeunes licenciés avec les cycles balle au pied dont vous avez parlé tout à l'heure. On a des éducateurs, on a des conseillers techniques au district d'Ille-et-Vilaine qui peuvent aider les clubs à se lancer dans la pratique féminine. Donc, en tout cas, vous êtes optimiste sur la possibilité d'arriver à 500 000 licenciées féminines. Oui, maintenant on aura certainement des choses à regarder pour y arriver. Il va falloir qu'on revoie très certainement aussi nos calendriers, nos offres de pratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de vouloir doubler le nombre de licenciés, mais on sait que dans certains endroits, les infrastructures ne permettraient pas de doubler les effectifs comme ça. Donc il va falloir qu'on regarde. Et vous savez, ceux qui ont suivi les élections fédérales dernièrement, vous savez qu'il va y avoir quand même des fonds beaucoup plus importants qui vont arriver vers le football amateur. Donc, il va appartenir aux instances, et notamment à la Fédération française, de bien flécher ces fonds-là. Et je pense que, vu qu'il y a un objectif qui est quand même élevé sur le foot féminin, il y aura certainement des fonds dédiés au football féminin qui vont arriver très prochainement. On aura à regarder sur les infrastructures, je vous l'ai dit. Moi, quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est notamment les vestiaires. Aujourd'hui, c'est quand même une vraie problématique dans beaucoup de clubs, c'est de faire cohabiter les jeunes féminines avec les garçons. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on regarde autant les calendriers que les infrastructures. Peut-être aussi d'ailleurs mixer nos calendriers, un week-end garçon, un week-end fille, pourquoi pas. Puis arriver là, on peut éventuellement mixer. On le fait déjà sur certaines pratiques, un vétéran foot entreprise le vendredi soir. Je pense qu'on a des choses à inventer sur les pratiques et sur nos calendriers pour y arriver. En tout cas, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà. C'est là en début 2025, il y a encore des choses à faire, encore des choses à améliorer, à développer. Mais en tout cas, il y a des perspectives d'avenir qui sont quand même intéressantes sur le développement du foot féminin et en Ille-et-Vilaine et au national aussi en général. Pas oublier les nouvelles pratiques qui devraient aussi, je pense qu'aujourd'hui on a un vrai levier sur les nouvelles pratiques, que ce soit le fit foot, que ce soit le foot 5 qui est une pratique qui est très adaptée aux féminines, et le futsal aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, c'est une discipline où en futsal féminin on est très en retard. On a très peu de pratiquantes. On a un seul club qui pratique du futsal en Ille-et-Vilaine, d'autres qui le font un peu en pratique associée, mais en pratique pure futsal, on a très peu de clubs actuellement. Donc on a un vrai travail, alors que l'UNSS est très développé. Le futsal en féminin sur l'UNSS est très très développé. Donc je pense qu'on a un peu nous aussi à travailler avec l'UNSS, avec l'UXL pour travailler et ramener ces licenciés-là vers nos clubs demain. Parce que sur le futsal, ça peut être dû aux infrastructures aussi. Il faut un gymnase. C'est le gros travail à faire, il est là. Il est sur les infrastructures. C'est le frein au développement du futsal aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup de salles très certainement de disponibles. Il faut qu'on travaille avec les établissements scolaires. On a des salles au sein des collèges, au sein des lycées qui sont disponibles, qui sont pas utilisées le week-end. Donc à nous de travailler pour voir comment on peut rendre ces salles-là disponibles pour les clubs. Vous souhaitiez réagir avant de terminer ? Non, sur le futsal, c'est hyper compliqué parce que on a du mal à avoir les gymnases. La plupart des mairies vont nous freiner parce que le foot, c'est en extérieur de base. Donc, ils vont privilégier les sports d'intérieur sur les gymnases. Et ensuite, on a du mal à avoir des joueuses, par exemple chez les filles, qui vont faire essentiellement que du futsal. Parce qu'on a déjà des semaines très chargées, la plupart ont des semaines chargées. Donc, si on rajoute une pratique futsal aux joueuses qui font du foot extérieur, associer les deux, ça fait beaucoup.
Du coup, on a du mal à trouver que des joueuses ou des joueurs qui veulent faire que du futsal. C'est là le frein qui est difficile. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose ? Non, moi je militerais plutôt pour un championnat vétéran féminin. On parle de 2035. Je vote pour. C'est une bonne idée. Pas mixte pour le coup, mais ouais. Mais ce serait top, ça. C'est une petite demande, travailler là-dessus. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que sur les clubs, il y a les joueuses sont très jeunes et quand on a 39 ans comme moi, on se dit je serais bien d'être avec des personnes plus dans nos âges et sur un le foot loisir qui se développe aussi beaucoup. Exactement. Ouais, je milite aussi. Quand je dis adapter nos pratiques et nos calendriers, ça en fait partie. Je pense que c'est des choses qu'il faut que l'on regarde. Tout à fait. En tout cas, merci à toutes d'avoir été avec nous pour cette table ronde donc organisée par le District 35 dans le cadre de Tout Foot. Ça, c'était ce qu'avait lancé la Fédération française de football. Voilà, on a parlé des projets existants, des projets à venir et puis de nos idées aussi, de ce qu'on aimerait voir dans les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé vos expériences et vos idées. On vous remercie aussi, vous qui nous avez écoutés, qui nous avez suivis, pour votre attention. On espère que cette discussion vous aura permis de réfléchir à certaines choses auxquelles vous n'aviez pas encore pensé, d'imaginer des actions dans vos clubs si vous êtes dirigeant, encadrant. Merci à toutes et à tous et à bientôt.